Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Wow! Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed tattooed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. World Bad Mouth Champion. Et comme dirait mon ancien partenaire, le magnifique Richard Charland. Oh, as-tu des nouvelles du Magnifique? Mais c'était pas le Magnifique qui disait ça, c'était Sylvain Grenier qui disait « Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. » Amnésie, mesdames, messieurs. Wow! Hey, on vient de faire, là, 41 minutes d'intro. C'est incroyable. Ouais, il y a juste toi qui as chanté, en plus. Ah, mais le podcast commence. Pas à ma dernière chanson, je te le promets. Hey, suite à notre podcast de la semaine passée, j'ai reçu les recherchistes de chanteurs masqués m'ont appelé. Voir si on voulait y aller. Écoute, on serait bon. Tu déguiserais quel animal tu prendrais pour te déguiser, Marc? Un éléphant. Un éléphant qui se balançait. Ça, c'est mes enfants. Excuse-moi, Marc. Hey. Un éléphant sur mon balcon. Non, 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 non. Hey, je me suis fait envoyer. Tu sais, on a chanté du Corbeau. C'est quoi la chanson que j'ai chantée, là? Illégal. Non? Non, c'était pas ça, mais Philippe Leclerc, notre fidèle auditeur, m'a envoyé les paroles parce que j'avais 2-3 mots puis juste l'air. Fait que, écoute, il nous manque un peu de paroles dans nos chansons, mais. Mais toi, t'as l'air, OK? Philippe Leclerc, il a juste l'air d'un. Ah, je le dirais pas. Ouais, plante les dons. Il est peut-être à l'écoute. On va le saluer. Ah, regarde. Hey Marc, avant de saluer tout le monde puis de perdre nos fidèles auditeurs, passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Blondin. Oui. Parle-nous de ton entraînement. Écoute, J'écoute. Ça va super bien. J'ai dépassé le 25 livres perdus. Wow, bravo Marc. Et ce matin, on est jeudi, le 10, lors de cet enregistrement-là. J'étais à 209,00, c'est-à-dire à quelques... pas quelques livres, mais quelques dixièmes de livres, ça? Oui, oui. Quelques onces du poids de mon mariage il y a 5 ans. On s'en rappellera de ton mariage. J'ai que de beaux souvenirs de ça, qu'on avait fait au couteau tranché. Oui, exactement. Fait que non, ça va bien. Je veux ramener 2 souvenirs du mariage rapidement, la petite parenthèse. Oui. Je sais qu'on va déborder le podcast, c'est pas grave. Rappelez-vous de l'habillement de PCO à ton mariage. Et son t-shirt bleu, le pire, c'est que c'est pas bien de même pour son propre mariage. Il était mieux habillé à son mariage à TNA qu'à ton mariage, Marc. Mais ça, c'était pas ce que je voulais dire. Pat Maltais qui portait un costard de magicien bleu velours. Alors, fin de la parenthèse. On salue Patrice, il est sûrement à l'écoute. Oui. Fait que là, le training, ça va bien. Et là, est-ce que tu t'enlignes pour fracasser la barre des 200 livres? Ben, mon épouse aimerait ça.
Ton épouse Jazz, on va la saluer. Elle est sûrement à l'écoute, Marc. Oui, elle est sûrement à l'écoute. Si c'était d'elle, je pèserais 170 livres. Comme dans tes débuts à la WWF. Oui, exactement. Mais écoute, mon premier objectif était de me rendre au poids du mariage que je devrais atteindre demain ou en fin de semaine. Parce que je perds à peu près une livre aux 2 jours. Fait que ça va quand même assez bien. Ben oui. Je vais voir après, mais je continue. Ce soir, au moment où les gens vont écouter ça, ça va être terminé. Mais ce soir, on a un événement à la carte au Boston Pizza. Fait que c'est sûr que là, je soupe là, puis je vais essayer de prendre quelque chose qui n'est pas trop gras. Puis, la salade Fiesta, Marc. Salade Fiesta, je te suggère ça au Boston Pizza. Bon, parfait. Et peut-être prendre un petit breuvage, mais oui. je vais faire attention. Demain, on a un souper de fête dans un restaurant. La fête de qui? La fête de qui? Ben, je peux pas le dire. Ah, ben oui, ça va être passé. Roxane, une de nos amies. Fait que c'est un surprise, mais là, on est mardi pour le passage. On la salue, sûrement à l'écoute. Non, elle ne l'est pas, c'est sûr. Non. Mais Samuel Fourrure, c'est son commerce. Samuel Fourrure, OK. Oui, écoute, là. Fait que c'est ça, écoute, non, les choses vont bien. Où ça va moins bien, par exemple, et je suis très déçu. Écoute, j'ai mis à peu près 244 heures à écrire un scénario, à mettre de l'éclairage, à décorer pour faire une vidéo pour le shérif déguisé en cowboy. Écoute, je voulais même envoyer ça à Hollywood. Ben oui. Chose, comment il s'appelle, Picard, qu'on a vu au match du Canadien. Chose. Luc Picard, je voulais y envoyer à lui, il me l'a retourné, il dit d'après moi, tu t'es trompé. Chose certaine, j'ai fait cette vidéo-là pour vendre des participations à 20 $ pour payer nos dépenses lorsqu'on va aller à Bound for Glory. Puis j'ai une personne, Sébastien Falardeau, qui va acheter 2 participations. Bon. 2 personnes. Je pensais en avoir 2000. Ben oui. 220. Une personne. Fait que là, si vous nous écoutez, c'est sérieux, on a besoin de vous autres. Écrivez-moi en privé ou Jean-Frédéric Clément et s'il vous plaît, achetez une participation à 20$. Hey, puis c'est un beau prix, là. Chandail signé par Arbor Jackay, authentifié, là. C'est pas de la. C'est pas de exact, scam, exact. Là. Le shérif, et puis au moins, dites-vous que vous avez regardé mon vidéo, vous êtes à peu près 2000 à l'avoir regardé. Ben, payez-moi pour avoir produit ça, là. Au moins. Fait que je me fie sur vous autres, là. Mardi, mercredi prochain, lorsque ça sort, je veux voir rentrer les messages, là. Je souhaite. Fait que, je ne veux pas être obligé d'envoyer quelqu'un sur la route, là, vous collecter. Oui, c'est ça. On en connaît des fiers J'en à bras, connais. J'en connais. Moi aussi, j'en connais. Hey Marc, là, t'es choqué. On va passer sur un sujet qui te passionne. Simmania. 1er novembre prochain, microbrasserie L'Entêté. On en est rendu où avec ça? Là? Les tables VIP, c'est tout vendu, cette histoire-là? Non, c'est pas tout vendu. Écoute, on est vraiment sur la fin. Il reste peut-être, écoute, 25 billets VIP. Là, je suis en train de mettre les gens ensemble pour fermer des tables, mais là, il n'en reste pas gros. C'est juste des appels, puis j'ai manqué de temps avec les écoles et tout ça, mais probablement, au moment où les gens écoutent ça, là, je devrais être sur le bord d'annoncer sold out parce que ça fait un mois qu'il me reste moins de 30 billets, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et on va couronner le premier et nouveau champion Simmania. Oui, la ceinture d'ailleurs, écoute, la ceinture, on devrait la recevoir d'ici peut-être maximum 10 jours, même moins que ça. Tant qu'on l'a le 1er novembre, Marc. On va pouvoir la montrer ici. Il n'y a pas de problème. La ceinture Simmania qui va être superbe, j'en suis convaincu. Je suis ton
ton opponent, ton adversaire. Hey, t'es fluent dans les deux langues, c'est incroyable. L'attraction spéciale. Ouais, ton adversaire, Santino Marella, je suis en contact avec lui pour régler tous les détails, pour être certain qu'il rencontre tout le monde, certains commanditaires, toute la kit. Fait que, oui, et ce qui est dangereux, c'est que mon cerveau est déjà à Simmania 8. Alors, il faut que je fasse attention. Oui. Il faut que je m'assure que Simmania 7 soit tout est réglé, tout est fait et aller vers Simmania 8. Mais il y a plein de choses qui se préparent. Donc, si ça vous tente d'être là à Simmania 7, écrivez-moi en privé. Puis j'ai des places VIP avec du monde vraiment cool. On peut vous mettre à une table, pas de problème. Tu es comme un Vince McMahon, là, mais sans les scandales, Marc. Oui. En tout cas, plus je pense un peu. Oui, c'est ça, exactement. Hey, Marc! Hey! Les recherchistes me glissent un papier. Richard Charland. Oui, ben tu sais, je t'en parle depuis longtemps, puis j'aimerais ça enterrer l'âge de guerre. Puis ça, c'est juste d'un côté. Moi, j'ai rien contre Richard, même que j'aimerais ça lui rendre hommage. J'aimerais ça qu'il soit à côté de moi à au moins un événement pour co-animer, puis tout le kit. Puis, tu sais, je pensais de le voir à Slammiversary. Oui. Et Bertrand Hébert m'a envoyé son numéro de téléphone. Que j'ai demandé à plein de monde. Ce matin, il y a à 9h07 ce matin, là, il est 9h54 au moment où vous entendez ça. Je l'ai texté parce que je n'ai pas le goût de me faire accrocher à la ligne au nez. Okay. Ça me tente pas. T'as le feeling de t'accrocher à la ligne au nez? Oui, c'est le feeling que j'ai. Voici, je vous dis ça, c'est live, là, OK? Wow. Salut, Monsieur Magnifique. Je vais vers toi pour espérer avoir la chance de se jaser et recréer des liens. Je sais que tu es très amer envers moi, mais le petit crosseur aimerait bien te rendre hommage et avoir l'opportunité d'au moins se reparler. Si tu me donnes l'occasion, j'en serais heureux, Marc. Pourquoi je dis le petit crosseur? Parce qu'il a dit à un de mes chums à Slammiversary, lui était content, il disait « Hey, je suis un ami avec Marc Blondin. » Ah, il dit le petit crosseur. Et là, il m'a répondu pourquoi tout à coup? Tu vas leur dire pourquoi là? Fait que j'ai dit parce que ça fait longtemps que je veux jaser. J'ai jamais eu l'occasion. Et il y a un proverbe qui dit jamais trop tard pour bien faire. Je pensais te voir à Verdun, mais on ne s'est pas croisés. Et là, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Fait que, mais il y a une perche d'envoyer. Moi, j'aimerais ça l'avoir à Simmania 8 à Mirabel en janvier. Lui rendre hommage, tout le kit. Fait que la perche, écoute, on avance à pas de mini bébé tortue, mais la perche est lancée. Reste à voir comment il va réagir. Je laisse gérer ça. Puis, ça serait le fun de l'avoir à Simmania. Il est là dans la foule, il se passe de quoi dans le ring, run-in de Richard Charland, bing, 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 fait le ménage. Ça serait débile. Ça serait débile. Ouais. Sérieusement, là, écoute, tu as bien fait ça, Marc. Sois patient. Sois patient. Moi, je pense que, comment tu l'as dit, là, vaut mieux tard que jamais pour faire bien les choses. Mais c'est ça. Je pense que vous avez bien des choses à vous dire. Puis, ça serait une très belle rencontre que ça se fasse. Ouais, j'aimerais vraiment ça. On verra bien la suite. Wow! Hey, là, il y a du développement, Marc. Mais là, on saute dans le vif du sujet cette semaine. Et qu'est-ce que tu regardes au mur? Avec tes petits bras. Il a étiré ses petits bras, mesdames, messieurs, ceux qui voient sur YouTube. Cette semaine, on parle The American Dream, Dusty Rhodes. Oui, et ce que je montrais, c'était la figurine de Dusty Rhodes avec les polka dots jaunes, là, les pois. Oui. Ouais, fait longtemps que je voulais faire un épisode sur Dusty. Oui. Un avec tout ce qui se passe avec Cody, ce qui s'est passé avec Dustin dans le passé. Et surtout, ce qui m'a vraiment poussé cette thématique-là en avant, c'est de savoir que Vince McMahon avait pensé à lui pour être celui qui était qui a été remplacé, dans le fond, par Hulk Hogan. Fait que ça m'a vraiment surpris. Et c'est quelqu'un que j'ai
j'ai croisé à Ouais, trois c'est ça. différentes Tu époques. l'as déjà croisé, toi. Et on va l'apprendre dans l'entrevue avec le professeur Bertrand Hébert, on en parle, mais je ne m'en souviens pas, Ben, mais évidemment, Marc. il a fait son premier combat à la WWF à Montréal et OK. en 1989, et logiquement, c'était moi l'annonceur du ring. Fait Mais que, tu t'en souviens pas. non. Mais ce qui est Non. drôle, c'est que je me souviens de Dustin Rhodes quand je l'ai présenté. Là. Tu sais, ça, c'est vraiment bizarre. Mais ensuite, comme de raison, il était le booker à WCW. Oui. Donc, je l'ai croisé là. Et par la suite, dans ses derniers milles à TNA en 2005, quand il y avait Tito Ortiz et tout ça, nous, on arrivait là. Fait que, tu sais, dans trois fédérations différentes, on s'est croisés, mais je ne me souviens pas de lui avoir parlé, d'avoir C'est ça ma question. Tu jasé. ne te rappelles pas Ouais. d'y avoir parlé, d'y avoir serré la main. Tu sais, je suis certain que oui, mais j'ai pas de souvenir Évidemment. là-dessus. Parce que je suis amnésique, mesdames, messieurs. Ben, exactement. Et cette semaine, tu as parlé qu'on avait Bertrand sur le podcast. Qui sont les autres invités? Écoute, il y a un des fans qui m'a dit pourquoi ne parlez pas à quelqu'un qui l'a connu? Oui. J'ai pensé à Raymond Rougeau, j'ai écrit à Oui. Raymond. Raymond, qui, au moment où où les gens nous écoutent ou nous regardent, il est parti à la chasse. Mais OK. il m'a dit j'aurais aimé ça, mais je l'ai pas. Je l'ai salué une ou deux fois, je ne le connais pas. J'ai fait la demande aussi à Carl Leduc, voir si Paul l'avait Oui. connu. L'avait connu, voir. Et là, on est en attente. Fait que vous allez peut-être découvrir ça plus tard dans l'épisode. Ah. Mais j'ai demandé à des fans Oui. sur le groupe et on a Alex Morin de Bécomo. Oh, Alex Morin, qui est l'ami d'un collègue chez Molson Course, Max Ouais, Adolphe, qui me parle souvent en celui qui t'a mal. lancé une bière en pleine face. Oui, mais il me parle souvent en mal d'Alex Morin. Je te dirai pas tout ce qu'il dit à son sujet, mais c'est des amis de Bécomo. Fait que ça se plante pas mal à Bécomo. Ça a l'air des vraies langues sales. Alex, t'as-tu donné 20$ pour le chandail Chandail. de Harbour? Pas non. J'ai pas eu de message d'Alex Morin là-dessus, moi. Non, je parle de ton chum, là. Max Moi, Alex Adolphe? Morin. Ouais, Max, lui. Non, Max, il m'a pas encore. Bon, moi, je m'occupe d'Alex Morin, que toi, de Max Adolphe fait 40$ de plus. Ben, Max Adolphe, il t'a fait faire de l'argent parce que à Wallinac, il a acheté notre chandail en cowboy recherché là, parce qu'il voulait un chandail de Regarde, SMJF. dis cette thématique, cowboy, shérif, collecte-les. Parfait, je m'en occupe. Fait Occupe-toi que c'est d'Alex ça. Morin. Fait que c'est ça. Alex Morin sera un de nos invités pour nous parler d'un lutteur qu'il aime beaucoup. Mais c'est intéressant l'entrevue. Préparez-vous, installez-vous confortablement parce qu'avec Bertrand Hébert, on fait le tour de cette carrière qui est très, très, très longue. Et quelle carrière! Autant du côté créatif que du côté ring, mais probablement plus du côté créatif. Alors, la première entrevue que tu as réalisée pour mettre la table, The table is putting. on l'écoute tout de suite. Le professeur Bertrand Hébert. On retrouve nul autre que le professeur Bertrand Hébert pour nous parler du American Dream, Dusty Rhodes. Quel personnage fascinant. Oups, je me suis mordu à la langue. Fascinant. C'est drôle, je me suis mordu à la langue, puis lui, il parlait sur le bout de la langue. Gardien pour Jacinthe. Oui. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Écoute, oui, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes est un personnage fantastique. On en a parlé récemment un petit peu. C'est clairement, Virgil Runnels est disparu dans Dusty Rhodes à quelque part dans ce processus-là. Ou est-ce que Virgil Runnels a toujours été un Dusty Rhodes caché à l'intérieur? On le saura peut-être jamais. Les récents documentaires n'ont pas nécessairement apporté beaucoup de lumière supplémentaire. Il y avait une rumeur lorsque Cody a quitté la WWE et bien avant de revenir qu'il voulait refaire une biographie parce qu'il existe une biographie que Dusty avait fait mais qui
mettons, il n'y a pas beaucoup de contenu, là. OK. Oui, pas que. Tu sais, je le sais pour l'avoir fait avec Pat. Faut que tu pousses souvent pour. Parce que toi, Marc, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu as fait à ta job à tous les jours de ta vie? Donc, Non. ces gars-là, c'est un peu le même problème. Surtout, là, si on monte 20 ans, 30 ans en arrière, ça devient un blur pour eux. Donc, c'est difficile de chercher puis de sortir de l'information parfois parce qu'ils s'en souviennent juste plus parce que c'est un another day at the office pour Exact. eux. Donc, c'est un personnage qui est fascinant. C'est un personnage qui vieillit bien, dans le sens que sa grande force, c'était son charisme et c'était ses entrevues. Et une entrevue de 4-5 minutes sur YouTube, ça se réécoute très bien. Alors qu'un match de 15-20 minutes de 1978, pas de son, c'est plus tough, mettons, en 2024. Donc, Dusty Rhodes peut traverser plus facilement les époques. Sans compter que peu importe ce qu'on peut penser de sa carrière, Virgil Runnels a été présent partout, à un moment donné ou à un autre, et il a eu une carrière qui a été constante. Il va être 3 fois champion du monde de la NWA. Ce qui est pas rien. Même avant que ce soit lui qui prenne la décision, il avait été champion de la NWA. Parce que c'est pas juste un grand lutteur, un grand personnage, mais c'est aussi une personne qui était excessivement créatrice, qui a eu une influence importante sur la WCW. Exact. En fait, ce qui était la NWA et Jim Crockett Promotion. Parce que là, c'est la même compagnie qui s'est transformée, mais quand Dusty Rhodes est amené de la Floride comme booker, lutteur, c'est avec Jim Crockett Promotion, qui est la fédération train locomotive, si on veut, de la NWA, qui était la National Wrestling Alliance. Donc, et par le temps que ça va être vendu à Ted Turner, que ça va être encore NWA, Dusty va être congédié, puis il va revenir quand ça va être WCW. Là, on y reviendra plus tard. Dusty Rhodes, donc, de 1945 à 2015, ça fait déjà presque 10 ans que Dusty Rhodes est parti. A été certainement en fait, sa première marque là, en tant que membre des Texas Outlaws en équipe avec Dick Murdoch. Donc, ceux qui ont vu la lutte à NWA, à TQS en 87, qui se demandaient pourquoi Dick Murdoch était là, parce qu'il y avait comme un peu pas de rôle puis pas vraiment de direction dans sa présence, c'est que Dusty Rhodes était le booker et par conséquent, Dusty Rhodes prenait soin de son partner. De là, ils ont été avec la AWA. Ils ont une grande influence sur Ric Flair qui commençait à ce moment-là. Ric Flair était un peu le porteur de valise des Texas Outlaws. D'ailleurs, Ric Flair raconte une histoire où il dit qu'il voulait devenir le petit frère de Dusty Rhodes, donc Rambling Ricky Rhodes. Donc, l'histoire en a voulu autrement. Donc, c'est une personnalité hors norme. Et en 74, il est en Floride pour Eddie Graham et c'est là qu'il va apprendre le booking. Eddie Graham étant un des grandes têtes de lutte qui a influencé là, Bill Watts, entre autres, qui était un père de Roy Shire de San Francisco, Pat a travaillé aussi pour Eddie Graham, qui est reconnu dans l'histoire comme une des plus grosses têtes de lutte qu'il y a jamais eu. Donc, il fait équipe avec un Nord-Coréen qui s'appelle Pak Song. C'est un méchant de Dusty Rhodes à ce moment-là. Et c'est quand ce non-américain, si on peut l'appeler ainsi, va se retourner contre lui que Dusty Rhodes va exploser en Floride pour devenir des American Dream, Dusty Rhodes. Et l'histoire n'a plus jamais été la même par la suite. Il a connu des succès incroyables en Floride à partir de là, ce qui va le conduire justement au championnat de la NWA, pour laquelle Eddie Graham va pousser pour lui. Bien sûr, le promoteur local de NWA poussait pour son top guy à lui pour aller vers le championnat de NWA puis ensuite faire la tournée. Mais Dusty n'a jamais été un énorme succès comme champion de la NWA en tournée d'un territoire à l'autre. C'était difficile d'avoir un champion babyface. C'était plus facile pour un champion heel parce que souvent, le héros local était un babyface. Rarement, le champion du monde était un gentil qui venait challenger un autre gentil. Ça fait pas. Surtout pas à cette époque-là.
Donc, c'est durant cette époque-là, de la fin des années 70 aussi, que Eddie Graham, très proche de Vince McMahon Senior, Dusty Rhodes va aller avec Vince Senior à quelques reprises et il va avoir des combats de championnat avec Billy Graham. Ces images-là, les combats vieillissent pas nécessairement bien. Il y a eu des allers-retours aussi, c'est-à-dire que Billy Graham est venu défendre en Floride contre Dusty Rhodes. Ces combats-là sont malheureusement pas disponibles, mais ça a connu un énorme succès. Et les entrevues de Dusty Rhodes avec Vince McMahon, entre autres dans le milieu du ring, Vince McMahon Jr. dans le milieu du ring, à Madison Square Garden, sont à ce jour toujours aussi intéressantes et percutantes. C'est l'époque Dusty Rhodes avec la robe de chambre ou le peignoir mauve et blanc, l'espèce de casquette bizarroïde des années 70. Oui. Je ne sais pas comment l'appeler autrement que ça. C'est un style purement de cette époque-là qui n'est plus jamais revenu par la suite. Heureusement. Donc, il devient un talent. Et c'est là, bien sûr, qu'il va accrocher l'œil de Vince McMahon Jr. On l'a appris officiellement depuis que Dusty Rhodes faisait partie des choix potentiels de Vince McMahon lorsque l'expansion est arrivée. Et que Dusty Rhodes a refusé ou a fait comprendre à Vince McMahon qu'il ne voulait pas de ce rôle-là. Vince, dans le documentaire, en dit Dusty didn't believe in it or didn't want any of it ou quelque chose comme ça. Il faut penser que Dusty Rhodes est une tête créatrice de lutte. Et ce rôle-là impliquait que tu étais un lutteur et non une force créatrice pour toute la compagnie. Donc, c'est sûrement ça qui a beaucoup pesé dans la balance également. Mais j'ai été surpris quand j'ai entendu ça. Mais de l'autre côté, pourquoi parce que j'essaie de mettre les deux, le Hogan puis Rhodes, un en face de l'autre. Pas pour manquer de respect à Dusty Rhodes, mais quelle différence de personnage lutteur, non? Oui, comme lutteur peut-être, mais si tu reprends le moment, mettons, au début des années 80, est-ce que Vince McMahon n'a pas injecté une bonne grosse dose de Dusty Rhodes dans le package qui était Hulk Hogan, qui est devenu très charismatique avec des entrevues très punchées, beaucoup de visuels, de couleurs. Et on peut voir même dans le documentaire une entrevue de l'époque où Vince McMahon donne des mots que Hulk répète carrément tout de suite après. Est-ce qu'on peut voir comme ça également? Potentiellement. Clairement, il aurait demandé à Dusty d'aller au gym. Il faut se souvenir qu'en 83-84, Dusty n'a pas de l'air du Dusty de 2005-2015 non plus. Okay. Il est quand même pas le plus musclé, mais il n'a pas de l'air pas nécessairement en shape. Et il a un charisme incroyable, un personnage, puis de la couleur incroyable. Et c'est beaucoup de ça que Vince McMahon va injecter dans la WWF. Donc, est-ce qu'il s'est retourné vers Hulk Hogan en disant lui, j'aime son look, maintenant on va mettre du Dusty Rhodes dedans? Ça se peut. C'est pas. On peut revoir ces choses-là avec un certain recul aujourd'hui, mais on peut comprendre que c'est le charisme et la couleur que Vince McMahon voyait dans le Dusty Rhodes à ce moment-là. On peut aussi penser que quand Dusty Rhodes va finalement arriver à la WWE, c'est pas seulement parce qu'il était l'ancien booker de la WCW qu'on a fait des blagues sur lui, puis qu'on a surnommé Virgil l'homme à tout faire du Million Dollar Man, Virgil, le vrai nom de Dusty Rhodes, mais peut-être parce que Vince a toujours eu une petite crotte sur le cœur que Dusty lui a dit qu'il ne croyait pas dans son projet. Hein? Donc, le nom de Virgile vient de Virgile, qui est le prénom de Dusty Rhodes. Wow! Et voilà. Wow! D'ailleurs, c'est pour ça que quand il était avec la NWO, Virgil, il s'appelait Vincent. Ouais, pour Vince. OK. Ouais. C'est vrai, là, ça me revient, ouais. Hein? Souvent, les plus beaux insides dans la lutte sont des insides comme ça, que ça prend 2 secondes pour faire le lien. Quand on dit, il n'y a jamais rien pour rien, souvent. Il y a souvent, quand il se passe des choses, puis que soudainement, dans l'arène, il se passe de quoi d'aussi précis que ça,
Il y a moi, quand tu dis oh non, non, c'est arrivé de même, pareil, moi, ouais, c'est arrivé de même par accident. Ben oui, ben Je oui. te crois. Je te crois sans problème. Donc, Dusty va finalement donc choisir, on le sait, Jim Crockett Promotion, parce qu'on va lui offrir le livre en anglais, The Book. Donc, il va être le booker. D'ailleurs, c'est lui qui va être le booker de Starrcade 83. Il ne lutte pas sur la carte, il est toujours en Floride, mais c'est lui le booker à ce moment-là. Donc, Dusty est la force créatrice durant cette période-là. Et là, quand Jim Crockett vont s'en aller national à leur tour, et ils vont connaître quand même en 85-86 des succès incroyables. Ils vont faire des tournées du Great American Bash, qui est un concept de Dusty, avec des concerts country et rock en même temps que le show de lutte, dans des plus petits stades là, de collège, des choses comme ça. La majorité de ces shows-là, en 85, le Great American Bash commence avec un show dans un stade. Donc, on peut voir la vision de Dusty quand même, hein? Starrcade. Il n'est pas loin de la vision de Vince McMahon. Là. Exact. Hein? Et il va aussi donc être cette force créatrice-là durant de 85 à 86. Et ils sont dans une période jusqu'en 87 où ils sont vraiment dans une période où, comme on dit dans la lutte, là, tout ce qu'ils font touche. C'est comme tourne en or. Là. Il n'y a plus moyen, ils ne font plus d'erreurs, tout marche. Ça va bien. Quand ça roule, ça roule. Ça roule. Jim Crockett Promotion prend de l'expansion. Ils ont 2 avions. Fait qu'ils sont en avant là, de. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Stardust, un de ces avions-là, qui devient le nom de Cody des années plus tard. Pour réussir à faire toutes les dates qu'ils ont un peu partout à travers l'Amérique. Aussi permettre aux Horsemen d'aller fêter à Las Vegas en 2 journées de travail. C'est un peu la folie. Le head office va déménager au Texas pour être central aux États-Unis. On est parti pour la gloire. Par contre, selon toute vraisemblance, Jim Crockett Promotion à ce moment-là ne fait pas grandir sa structure de comptabilité et secrétariat, ressources humaines et tout ça, en même temps que la compagnie prend de l'expansion. Dusty Rhodes, dans un DVD à l'époque qui s'appelle Secrets of the Ring, nous parle de l'année 1987 avec son livre. Donc, il commence en janvier, puis là, il tourne les pages, il dit à telle date, on était à telle place, je me suis. Puis il raconte ça. C'est fascinant. Et c'est aussi fascinant parce qu'à un moment donné, et je le cite dans la biographie de Ronnie Garvin dans Mad Dogs, Midgets and Screwjobs, où il dit, je sais pas qu'est-ce que je pensais, je roulais 4 shows par soir ou 3 shows par soir, 6 jours. J'avais, je sais pas, je me souviens plus du chiffre de lutteurs à booker, puis c'est tout lui qui bookait chaque ville, chaque match, chaque. Fait qu'il dit, c'est sûr que j'ai du monde qui seront pas contents. Je dis ça, parce que moi, je regarde ça, puis je suis pas content. Ouais. Parce que c'est comme trop. Donc, c'est, tu sais, quand on est jeune, puis quand on est dans le feu de l'action, puis que ça va bien, puis que, surtout après 2 années où tout va super bien, dans le monde de la lutte, c'est toujours clé ces années-là, c'est-à-dire que quand ça va bien, il faut en profiter, mais exact. Faut commencer à préparer quand ça ira pas bien. Oui. Parce que quand ça se met à aller mal, ça tu peux rien faire pour changer ta chance, autant que tu peux pas rien faire pour que les choses. Il me semble que je te l'avais mentionné avec la TOW que c'était qu'il fallait toujours penser à ce qu'on était pour faire demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, mais c'est demain le plus important parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. En 87, tout Booker, après, je dirais, 2 à 3 ans, et là, Dusty, en 87, est à 4 ans. Donc, grandi à 4, tu as pas mal étiré ta sauce. C'est toi qui es toute seule en charge de tout. C'est sûr. Au niveau créatif, c'est trop difficile. Puis là, je parle pas de booker un show par semaine, malgré qu'il y a toujours le danger de retomber dans tes recettes faciles, parce que ça devient gérer tout le monde, les égos de tout le monde, les victoires, défaites de tout le monde. Ça devient à un moment donné très pesant. Donc, souvent, tu te reposes sur ce que tu sais qui fonctionne et pas nécessairement sur te renouveler puis aller ailleurs.
Cela dit, donc Dusty en 87 va être influencé un peu beaucoup par Jim Crockett, qui est très ami avec Ronnie Garvin. Il y a au final de l'année, d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est en 87, c'est l'année qu'on a la lutte NWA à TQS. C'est l'année de Dusty Rhodes avec le Midnight Rider, donc son personnage masqué. C'est aussi l'année où Ronnie Garvin devient champion du monde de la NWA en battant Ric Flair. Puis en reperdant ce même championnat-là à Starrcade de 87 quelques temps plus tard. Donc, les gens qui ont vu la lutte NWA TQS, c'est ce que vous avez vu de la NWA de Dusty Rhodes. Ça a joué en loop, je pense jusqu'en 89, cette année de tape-là. Par contre, c'est aussi là que soudainement, la business va s'effondrer. On va absorber la UWF de Bill Watts et on va, justement, les gens vont se retourner un peu contre ce booking-là qui fait de Ronnie Garvin le champion du monde et les choses vont pas bien du tout au niveau business. Et là, la claque d'en face leur arrive en 88, c'est-à-dire que là, ils réalisent que la compagnie est sur le bord de la faillite, mais il n'y a plus rien à faire. Parce que là, réalise trop tard. Le comptable, il se réveille. Ouais. Que les comptes à recevoir ne sont pas rentrés, puis l'argent à recevoir ne rentre pas, puis il y a plein de choses qui se passent. Là. En début 88, leur bunkhouse Stampede va être torpillé par Vince McMahon en pay-per-view, donc ça ne sera pas le succès escompté. Les gens se souviendront peut-être qu'un pay-per-view, souvent, ça pouvait prendre 6 mois avant que la compagnie de lutte reçoive l'argent de la compagnie de câble. Mais les dépenses, ils sont aujourd'hui. Les revenus sont dans 6 mois. Ouais. Ça prend les reins solides. Il faut que tu payes marge de crédit. Il y a plein de choses qu'il faut qu'ils rentrent en ligne de compte pour que ça se passe bien. Ça va aussi couler la ECW des années plus tard. Ce concept-là là, de 6 mois de décalage entre le pay-per-view et ton revenu. Donc, il va être quand même une force créatrice incroyable. Les Four Horsemen de 85, 86, 87, c'est Dusty Rhodes. Il va mettre au monde Lex Luger dans son booking en 87. Donc, c'est une force créatrice fantastique. Il va connaître beaucoup, beaucoup de succès. Par contre, dès que ça va être vendu à Ted Turner, au niveau corporatif, Dusty est un moins bon joueur. Il aime être le capitaine de son équipe, puis il n'aime pas se faire dire quoi faire par le coach ou le directeur général. Donc, je sais que, Bert, je t'arrête parce que tu sais que j'amène toujours des points qui ont rapport avec Eric Bischoff. Et il dit, quand il a commencé à être intervieweur ou annonceur pour Crockett, comment Dusty a aidé à comprendre la business. Ils voyageaient ensemble ils gobaient. Là, il dit comment Dusty était un amoureux de la business. T'sais. C'est ça. Puis, c'est des géants. Moi, il y en a quelques géants. C'est un des géants. C'est un des derniers géants parce qu'il vient directement de la lignée d'Eddie Graham. Tous les gens qui ont passé par NXT et qui ont eu la chance de travailler avec Dusty, ça a eu un impact pour eux à ce jour. Donc, c'est une force qui va aller bien au-delà de son temps dans la lutte. Ça fait partie des gens dont l'influence va exister encore des années dans le futur. Donc, c'était une force incroyable. Par contre, c'est ça. Là, il y a un édict de TBS où il doit plus y avoir de sang. Et là, Dusty va avoir les Road Warriors qui se retournent contre lui et qui vont lui ouvrir le front avec un de leurs spikes et ça passera pas. Donc, Dusty va être remercié de ses services et il va s'en diriger vers la Floride où il va tenter de repartir là, un petit territoire. Là. Entre autres, là, c'est là qu'il va... ses futurs beaux-frères, donc Tugboat est là, Jerry Sags des Nasty Boys. Donc, c'est parce que Jerry Sags et Tugboat sont mariés avec des belles sœurs de Dusty Rhodes par alliance, par conséquent. Donc, c'est toute la famille élargie de la famille Runnels. Par contre, ça ne dure pas longtemps. On est 88, 89. Ça ne fait pas de sens de rouler un territoire dans ces années-là
malgré qu'on n'ait pas tant et reculé que ça des territoires, il n'y a plus d'argent à faire contre la WWE. Et donc, Dusty va faire ce qu'il a lui-même cité comme étant l'année où il va faire le plus d'argent dans la lutte, et il va traverser avec WWF. Et étrangement, heureusement, bizarrement, il va aussi faire ses débuts à Montréal en même temps, c'est-à-dire qu'il va faire son premier match à Montréal en mai 89. Remplaçant 89. Jake the Snake Roberts, je pense. Oui, il remplaçait Jake the Snake. Donc, ça veut dire qu'à son premier combat à Montréal, son premier combat officiel avec la WWF, c'est moi qui l'aurais présenté. En principe, c'est toi qui devais être là, effectivement. Tabarouette, c'est quelque chose. Fait que Dusty, puis tu devais te demander c'était qui. C'est sûr. C'est sûr. Wikipédia puis Google ne me donnaient pas trop d'informations à ce moment-là. C'est un peu ce que je te disais aussi à propos de la lutte à TQS dans le passé, c'est-à-dire que Dusty Rhodes était à WWE et la lutte à TQS avec Dusty Rhodes jouait à TQS en même temps. Parce que ça faisait 2 ans qu'on passait les mêmes émissions en reprise. Mais bon, c'est une run qui est somme toute mémorable. Il y a la musique, donc I Am a Common Man, qui va marquer quand même beaucoup de monde, puis qui est très entraînante. Et on va lui affubler là, ces fameux polka dots où les points jaunes, parfois ils étaient rouges. Je l'ai en figurine, puis c'est les points jaunes. Plusieurs diront que c'était un autre jab de Vince McMahon à l'endroit de Dusty. Est-ce que c'était parce qu'il était le booker de l'autre bord ou c'est parce qu'il était encore en maudit de s'être fait dire non? Là, l'histoire ne le dira peut-être jamais, mais on peut ramener peut-être une vision différente des choses de ce côté-là. Il va connaître quand même beaucoup de succès dans cette période-là. Il va être invaincu une grande partie du temps, au début du moins. Parce que ça va bien, c'est quand même une star. C'est un middle of the pack guy. On va le mettre, entre autres, dans une rivalité avec Big Boss Man. Big Boss Man, les gens ne savaient peut-être pas, mais Dusty Rhodes, c'est lui qui a donné son gros break avec la NWA quand il était Big Bubba Rogers. Donc, le deuxième combat de War Game, il y a un lutteur qui remplace J.J. Dillon, qui est le War Machine. Parce que J.J. Dillon s'était blessé dans le premier match de War Game. War Machine, c'est Big Bubba Rogers, c'est Big Boss Man sous un masque. Et ensuite, il va le mettre dans le coin des Midnight Express comme bodyguard. Et quand il va être prêt à être un lutteur, il va l'envoyer du côté de la UWF que la Crockett vient d'acheter. Il va en devenir même le champion de la UWF. Et quand tout ça va se terminer du côté de Crockett, il va avoir un offre d'aller travailler avec Hulk Hogan à la WWF, puis il va faire le saut, puis il va devenir le Big Boss Man. Donc, c'est une rivalité qui fait tout le sens du monde. Big Bubba, voilà. Big Boss Man, c'était un gars à Dusty, donc il y avait une bonne chimie ensemble, et Big Bubba avait sûrement aucun problème à travailler avec Dusty ou à mettre over Dusty Rhodes, malgré son statut de Big Boss Man à la WWF. Donc, ça va conduire à son combat à WrestleMania en équipe avec Sapphire, Sweet Fire, contre Sherry Martel et Macho Man, avec la belle Elizabeth dans leur coin, du côté de Dusty et Sapphire. Sapphire, un autre élément où les gens se disent est-ce que Vince voulait écœurer Dusty, mais à chaque fois que on lui a donné des éléments comme ça, là, le Common Man, les vignettes de gars qui passe les poubelles ou qui fait la plomberie. Il a pris ça puis il en a fait de l'or, si on veut. Les polka dots, il en a fait de l'or au point où aujourd'hui, c'est considéré comme une époque glorieuse ou positive ou symbolique de Dusty. Et il a pris Sweet Sapphire puis il l'a mis over jusqu'à temps qu'elle se retourne contre lui pour rejoindre le million de dollars, l'homme du million de dollars, comme l'appelait si bien Édouard et Guioré. Ça, c'est la même femme que je parlais dans le livre de Earl Ebner qui dit qu'elle le sentait vraiment pas bon. Oui, parce qu'ils ont fait ce match-là en loop sur la tournée. Fait que si elle se lavait pas d'une chambre d'une ville à l'autre, puis qu'elle luttait à tous les soirs, ou elle arrivait à la chambre d'hôtel, à l'aréna, parce qu'elle n'était pas lavée, Dieu, apparemment, c'était une fan de lutte qui était toute une espèce de
si on veut, là, comme si on aurait pris Christiane puis on en aurait fait une star sur le show. Là. Donc, tu sais, c'est pas autant que ça, mais pas loin de ça, de ce que l'histoire raconte. Donc, on tombait totalement ailleurs. Là. Mais Dusty il a pris ça comme un grand, puis il en a fait quelque chose qu'aujourd'hui, les gens s'en souviennent comme un moment mémorable. Par contre, quand il va avoir l'offre de retourner à la WCW comme Booker, on va le libérer de son contrat. Et les gens se souviendront peut-être qu'il va enligner une série de défaites, surtout en house show, là, de moins d'une minute, où il va perdre parfois des combats, même contre Virgil, 1, 2, 3 dans le milieu d'arène. Donc, il n'avait pas peur de regarder les lumières au plafond quand ça faisait son bonheur. Et bon, il va se diriger du côté de la WCW où il va être Booker, il va faire partie de l'équipe créatrice. Là, c'est de la partie des années 90, c'est la partie difficile pour la WCW. Comité créatrice, un boss, un nouveau boss, un ancien boss, Bill Watts qui arrive. Ouais. Donc, Cowboy Bill Watts. Qui a du pouvoir à quel moment, ça varie beaucoup. Donc, mais Dusty est toujours présent. Au moins là, dans les 10 prochaines années, jusqu'au début des années 2000, Dusty est présent, soit comme commentateur, soit comme membre du comité, soit comme booker carrément. Les gens se souviendront qu'à cette époque-là, les génériques des pay-per-view de la WCW, il y avait des génériques. Donc, tu avais le gars des lumières, les gars des caméras, tu avais tout ça, puis tu avais executive producer Virgil Runnels. Donc, Dusty aimait raconter ce que Jim Crockett a acheté. We're gonna be doing major motion pictures and sitcoms. Fait que, il y avait une vision très Vince McMahon de où les personnages puis le monde de la lutte pouvaient aller. Lui, il se voyait au cinéma, il voyait des émissions de télé, il voyait tout ça exploser. Est-ce que la machine de Jim Crockett ou de la WCW a jamais été pour Dusty ce qu'elle aurait pu être? Non. Avant qu'Éric Bischoff tombe en charge, la TBS et la Ted Turner n'ont jamais mis l'énergie ou les outils dans les mains de la personne en charge pour aller plus loin. Mais Dusty est un visionnaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc, au début des années 2000, c'est Paul Heyman et la ECW qui vont le faire sortir de sa retraite. Cody en a parlé dans une entrevue il n'y a pas très longtemps dans le Bloodline avec Paul Heyman où il indique comment ces moments-là étaient importants parce que c'était un moment dans le temps où la famille était ruinée et que les payes et les moments où Dusty a travaillé pour Paul Heyman puis a pu aller chercher de l'argent, c'était important dans l'histoire de sa famille. D'ailleurs, Paul Heyman est un autre étudiant de Dusty. Il raconte dans son DVD, Paul Heyman, qu'il avait trouvé le moyen d'aller prendre des photos à un show de Jim Crockett Promotion et il avait trouvé le moyen d'être assis au meeting de production et d'apprendre puis d'écouter de la bouche de Dusty Rhodes comment ça fonctionne le merveilleux monde de la lutte professionnelle. Il va retourner à WCW en 2001, puis il va être là pour la fin. Ils vont le ramener, il va faire équipe avec Dustin. Au travers de ça, là, on a passé par-dessus. Là, il a fait venir Dustin avec la WWF, Dustin qui avait lutté principalement en Floride avec lui jusqu'à ce moment-là. Dustin va le suivre, Goldust va le suivre donc à la WCW à ce moment-là, quand il va y retourner. Faut que je te dise ça, Bertrand, parce que ça, c'est drôle, parce que tu sais comment on fait beaucoup de jokes sur le fait que je m'en souviens pas. Mm-hmm. Et je me souviens d'avoir présenté Dustin Rhodes au forum. Il y avait des bottes de cowboy avec du rouge dessus. Il était maigrichon. C'était un de ses premiers combats. Puis je m'en souviens ça clairement. Mais je ne me souviens pas de WrestleMania 3. Life's a bitch, baby! Ouais, effectivement. Comme je te disais, écoute, tu devais prendre de l'aussi bon stock que Ozzy Osbourne, qui lui ne se souvient pas du tout de WrestleMania 2. Mais
c'est une histoire qui est fascinante. Après la WCW, il va relancer Turnbuckle Championship Wrestling au Texas, donc une autre promotion indépendante avec une école de lutte. Cody va être arbitre, d'entre autres, dans cette promotion-là. Donc, il est toujours impliqué créativement. Puis en 2003, il va être avec TNA, directeur des opérations. Il va être un personnage un peu une espèce de general manager durant un certain temps. Je ne sais pas si c'est l'époque de RDS. Je pense que c'est un peu avant où vous avez vu la fin de Dusty Rhodes, peut-être à RDS. Mais Dusty Rhodes était présent là, comme il était non seulement booker et force créatrice, par contre, il y avait un gros comité en arrière de ça. Dixie Carter avait beaucoup d'influence sur le booking. C'est Dusty qui va annoncer le fameux spectacle de la TNA où tous les matchs vont être dans une cage. Et ça passe un peu sur son dos comme directeur des opérations quand il fait l'annonce, mais c'était l'idée de Dixie Carter. Donc, on rentrera pas là-dedans là, parce que ça pourrait faire un 20 minutes juste sur pourquoi c'est pas une bonne idée de faire tous les matchs dans une cage dans la même soirée. Donc, ça va durer le temps que ça va durer. Il va passer par la Ring of Honor également. Un gars de ce calibre-là va être appelé partout. C'est Dusty Rhodes, donc tout le monde veut l'avoir sous une forme ou une autre. Donc, il va faire des combats de ce côté-là. Il va faire des conventions. Moi, en 2005, je l'avais rencontré à une convention en Pennsylvanie. Il m'avait toujours donné un peu Dusty Rhodes avait une très haute opinion de Dusty Rhodes. Malheureusement, moi, le feeling qu'on a eu, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très lay-back, qui avaient beaucoup de plaisir à être là, on ne sentait pas le plaisir de Dusty de rencontrer les gens, puis de serrer des mains, de signer des autographes. Ah oui, ça me surprend, ça. C'est pas l'image qu'on a de lui. Oui, mais je pense qu'il s'est toujours vu ailleurs que là. Ouais. Il se voyait comme une force créatrice, un boss. Tu ne vois pas nécessairement Vince McMahon faire des conventions. Ouais. Donc, je l'ai vu lutter d'ailleurs ce soir-là. Il avait lutté le soir de la convention dans un 4 contre 4. C'est rien de bien fascinant, mais c'était quand même la seule fois où j'ai vu Dusty Rhodes lutter autre qu'un show au forum pour la WWF. Ouais. Dusty Rhodes American Dream, pas Dusty Rhodes The Common Man. Mais de là, ça va le conduire vers un retour au niveau créatif pour la WWE. Le Hall of Fame en 2007. Et bien sûr, ce qui va peut-être devenir son fer de lance de son histoire ou de son, en anglais ils disent the legacy, son héritage, c'est NXT. Parce que de FCW, qui était le territoire de développement, va se transformer en NXT et Dusty à la tête de NXT, ce qui est aujourd'hui la position de Shawn Michaels avec NXT, va développer un paquet de gars indépendants on va aller chercher pour lancer NXT puis lancer le PC ou le Performance Center pour développer les talents du futur. On n'a qu'à penser à Kevin Owens, qui a souvent rendu hommage à Dusty Rhodes, qui a souvent eu un chandail même de Dusty Rhodes lors de ses entrevues, qui dit comment le temps qui a passé, il a été là 6 mois, mais que le temps qui a passé avec Dusty Rhodes a eu un impact important sur sa façon de voir la lutte, puis comment il s'est développé par la suite, puis comment il a profité de chaque seconde de télé qu'on lui donnait par la suite. Et bon, il y a cet héritage-là. Il y a l'héritage de Dustin Rhodes, qui s'est émancipé de son père avec le personnage de Goldust, qui est devenu une star à part entière de ce côté-là. Puis on a Cody qui a pris la balle et qui a été encore plus loin. Je veux dire, moi, j'étais là au stade à Philadelphie quand Cody a gagné. Il y avait des gens déguisés en Cody, des gens déguisés en Dusty. Il ne manquait que Dusty Rhodes ce soir-là. À ce moment-là, ouais. Quand Cody remet la ceinture à sa mère,
je veux dire, ça peut pas être plus vrai que ça comme moment. C'est comme s'il la remettait à son père. Et Dusty a été une partie intégrante de cette histoire-là. À son jour 1 à la WWE après WrestleMania, I'm here to finish the story, the belt that they took away from my father. Puis en plus, il racontait l'histoire que la photo où Dusty a le championnat de la WWF dans les mains au Madison Square Garden, dans son combat contre Billy Graham, a été accrochée en haut de la tête de lit de ses parents toute sa jeunesse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? L'histoire est merveilleuse. Elle raconte, elle peint une image fantastique et on la peint avec les pinceaux de Dusty Rhodes. Je peux à peine imaginer comment incroyablement fier il serait de ce que Cody a fait quand il est parti, alors qu'on ne le voyait que dans le rôle de Stardust, de la réputation qui s'est construite, du personnage qui s'est construit, pour aller revenir par la grande porte, puis 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, être le champion. Il nous reste 1 minute, Bertrand. Pour toi, je ne sais pas si je me trompe, mais Dusty Rhodes, c'est plus le côté créateur que le côté lutteur? Oui, parce qu'au niveau lutte, malheureusement, c'est une de ces choses ne vieillissent pas super bien. C'est trop le côté business. Moi, en tout cas, c'est dur à trouver, là, c'est Secrets of the Ring, Dusty Rhodes, 1987. C'est fascinant de l'entendre discuter de son booking en lisant ses notes. Et sa force créatrice, elle a jamais été coupée, alors que sa carrière de lutteur, après les années 90, c'était pas mal fini. Bertrand Hébert, merci beaucoup encore une fois. Wow! American Dream! Dusty Rhodes. À la Carte Sport, fier partenaire du Sim et le Simmania, surveillez nos événements pour gagner votre table VIP pour voir le retour des bonhommes 7 à Simmania 7. On est de retour sur le podcast numéro 187 sur Dusty Rhodes, The Common Man, The American Dream. Le gars qui parlait sur le bout de la langue. Oui. Hein? C'était spécial. Hein? Ouais, vraiment, entendre vraiment. parler. Le charisme de ce bonhomme-là. Il a marqué différentes personnes, différents fans. Oui. Et on en a parlé tantôt. On va aller écouter quelqu'un qui doit être en train de pelleter une tempête de neige à Bécomo. Là. Oui. Mois d'octobre, là, c'est très fréquent. Hey! Alors, oui, vas-y. Le lac n'a même pas calé dans ce coin-là cet été. Il est resté gelé. Bon. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec un fans, un homme qu'on aime bien sur le podcast, un ancien ennemi, on ne le sait pas, de mon ami Max Adolphe de chez Molson Course. Sans plus tarder, on l'écoute, Alex Morin. Alors, mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit Alex Morin, le futur maire de Bécomo. Je suis en train de préparer ma campagne électorale. Ceux qui regardent sur YouTube et qui se demandent pourquoi il est échevelé, ben, il vient d'enlever sa tuque parce qu'à Bécomo et qu'il y a de la neige, mes amis. Ça a-tu commencé à neiger? Ah, écoute, j'ai ma souffleuse est prête. Non, on est correct. En théorie, le club de golf ferme demain officiellement, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont jouer aujourd'hui avec au moins une tuque. Aujourd'hui, il annonce combien, là? Là, présentement, il doit faire 10. OK, quand même, pas si pire. Pas si pire. À peu près la même affaire qu'ici, là. Fait que peut-être 2-3 degrés de différence. Mais c'est sûr que nous, c'est que ça tombe après ça, c'est qu'il commence à faire froid de bonne heure. Là. On n'a pas un gros gap entre l'automne et l'hiver. Ah ouais. Bon. C'est à toi de ne pas rester là. Écoute, avant de commencer, Alex, j'ai promis à Handsome parce que lui, il a un ami que tu connais. Il me dit toujours son nom. Il a un nom bizarre. Là. Maxime Adolphe. C'est ça. Maxime Adolphe. Lui, il s'assurait de collecter 20$ de Maxime Adolphe
pour le chandail d'Arbor Jackeye si moi, je réussissais à te collecter 20$ pour le chandail d'Arbor Jackeye. Ah, ben écoute, j'embarque. Bon, parfait. J'embarque. Vous ne pourrez pas dire que les Nord-Côtiers cotisent pas sur votre podcast. Les quoi? Les Nord-Côtiers? C'est les gens le de la nom? Côte-Nord. Ouais. Ah, les Nord-Côtiers. Il faut que je retienne ça. David Jouan va tomber en bas de sa chaise. Écoute, Alex, on vient d'entendre Bertrand Hébert qui nous a plongé dans cette longue et fructueuse carrière de Dusty Rhodes, The American Dream. Et tu as été le premier à écrire sur le groupe Facebook. Ben, moi, ça m'intéresse. Mais moi, ça m'a surpris parce que tu es un jeune homme de quel âge? Je vais avoir 35 là, le mois prochain. 35 ans, comment un jeune homme de 35 ans à la chevelure ébouriffée peut avoir été marqué par Dusty Rhodes? Ben, en fait, là, moi, Dusty Rhodes, je l'ai connu pas mal sur le tard, dans le sens que c'est parce que j'ai écouté des vidéos sur le network, parce que j'ai écouté des reportages sur YouTube. J'ai lu beaucoup de chroniques en anglais. Moi, Dusty Rhodes, dans le fond, quand je l'ai vu pour la première fois, je trouvais qu'il avait l'air d'un gros niaiseux avec son kit à poids à WWE. Ouais. Jusqu'autant que je comprenne que Vince McMahon était bon pour aller chez des... Alex, je veux juste t'arrêter, pas te couper, malgré que je te coupe. Pourquoi tu m'as regardé avec ces yeux-là quand tu as dit gros niaiseux? Ben, je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance, là. Je pensais que... ma langue sale, toi. Oui, tout est la langue sale, champion du monde. Moi, je suis la langue sale de la Côte-Nord. Des Nord-Côtiers. Des Nord-Côtiers. Continue, excuse-moi de t'avoir coupé. En fait, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que Vince McMahon était bien bon pour aller chez des grandes vedettes des territoires puis en faire un peu des... pas des jobbers, mais des gars de fond de carte. Là, il l'a fait avec Ronnie Garvin, il l'a fait avec Dino Bravo, il l'a fait avec, entre autres, Dusty Rhodes, qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent à WWF. Mm-hmm. Mais moi, j'ai comme ensuite écouté beaucoup de reportages pour me rendre compte que Dusty Rhodes avait lutté partout à travers le monde. Au Japon, il avait fait des gros combats contre Ric Flair. Que la NWA, eux autres, déjà à l'époque, faisaient des combats pas mal plus pour adultes, on va dire, des combats sanglants dans les cages. Fait que là, j'ai comme réussi à comprendre que le gars était vraiment un kingpin par tout ce qui avait passé avant d'arriver à la WWF. Tout le monde en parle beaucoup aussi à titre de Booker, même que, tu vois, pour Bertrand, s'il y avait un mot à dire à choisir entre lutteur et Booker, je choisirais Booker pour Dusty Rhodes. C'est sûr, tu sais, tout le monde en parle comme une tête de lutte incroyable, mais quel performer dans le ring aussi, là. Tu sais, ses coups de coude, là. Les coups de coude, puis le genre de shuffle avec ses mains. Puis tu sais, Dusty Rhodes, là, toute sa gimmick qui était genre un gars ordinaire de Son of a Plumber, tu sais, le gars était pas très... on s'entend qu'il était pas ses stéroïdes, Dusty Rhodes, là. S'il l'était, d'après moi, il les mangeait. Ouais, c'est ça, il a manqué sa shot, il était ses stéroïdes. Fait que tu sais, tout ça, je pense que, tu sais, à l'époque, la lutte étant quand même vraiment on va dire le théâtre du petit peuple, tout le monde, la classe moyenne s'intéressait à la lutte, ça lui permettait de s'évader. Je pense qu'il y avait beaucoup d'Américains qui devaient se voir en ce gars-là. Oui, c'est sûr. Qui était vraiment un gars ordinaire. Fait que je pense que ça a été une tête de lutte comme Booker, comme Bertrand Hébert l'a dit. Ça, c'est indéniable, là, avec la NXT, la WCW. Mais je pense aussi vraiment que ça a été, je pense, un idole pendant un certain moment aux États-Unis. Je sais pas si toi, ça t'a marqué comme moi, mais tu sais, son accent, essaye pas de te peigner, Alex, ça marche pas. Ça marche pas, hein, mais tu sais, son accent, puis il parlait un peu sur le bout de la langue, puis ça lui donnait un charisme. Tu n'avais pas le choix de l'écouter, il était tellement différent en entrevue. Oui, avec ses... Je sais, j'ai écouté justement cette semaine pour me remettre un peu dans le bain sa fameuse promo là, qui parle de Hard Time.
il a sa grosse veste en fourrure, là, ou je sais pas trop, puis il mentionne que là, Ric Flair, il mène la vie dure, puis qu'il faut qu'il reprenne la ceinture pour mettre du pain sur la table pour sa famille. C'est comme rester dans les grandes promos là, de l'histoire de la lutte. Oui. Mais c'est ça, son petit accent sudiste, là, Exact, exact. ça fait qu'on écoute quand il parlait. Oui, parce que souvent, c'est la façon qu'il parle, on serait porté peut-être à rire de ça, parce que, tu sais, c'est sur le bord d'être comique, mais il est tellement bon, puis ses choix de mots, ses promos étaient tellement débiles qu'on était captivés. Moi, je me souviens pas de l'avoir interviewé. Colin, qu'il y a des affaires, je me souviens pas. Mais je voulais te demander le fait que il y a eu deux fils qui ont suivi. Est-ce que c'est un intérêt pour le nom Rhodes, Runnels dans la vraie vie, mais Rhodes qui est plus grand pour toi, le fait que Cody est là aujourd'hui et qui a peut-être achevé l'histoire de son père? Ben, moi, étonnamment, je suis un plus grand fan de Dustin que de Cody, bien que Cody, je l'adore, mais moi, là, la fameuse gimmick de Goldust, j'ai adoré ça. Ah oui. J'ai trouvé que c'était avant le temps. Quand il est arrivé à 96 dans ce coin-là, Goldust, qui était un genre de transe, ou je sais pas, qui cruisait ses adversaires. Il caressait Razor Ramon, il caressait Ahmed Johnson, puis les autres, ça lui faisait comme perdre la tête. Là. Je trouvais que c'était vraiment. Pour le temps, c'était weird, on n'était pas habitué de voir ça. Exact, exact. Je me demande à quel point son père avait pas un peu aidé là-dedans. Là. Clairement, si c'était une tête de lutte, comme on le dit, il doit l'avoir feedé là-dedans un peu. C'est sûr que c'était avant le temps. Et puis, on n'a pas réponse à ça, là, mais il y a du Dusty Rose en arrière de ça, là, logiquement. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Pour ce qui est de Cody, moi, j'ai un énorme respect parce que, comme tu sais, je me suis fait tatouer Self-Proclaimed Legend sur le mollet d'acier et ça a piqué un peu. Mais me faire tatouer dans le cou comme lui, là, pas sûr que ça me tente. Ouais, non, moi non plus, il me semble que je le sentirais pas trop dans le coup. Il avait comme fait rire de lui un peu, hein, parce que le monde disait que son tatou était laid, là. Ah, j'ai pas vu ce Il y bout-là. avait beaucoup de monde qui riait de lui sur Internet, là, par rapport à ça, mais tu sais, il y a quand même, on voit que Cody Rhodes a vraiment une grande fierté de porter là, le flambeau, mettons, de ce que son père a fait, là. C'est sûr. Il a vraiment, comme tu dis, il a closé vraiment l'histoire. Probablement que Dusty aurait aimé avoir une ceinture à WWE en plus de ça. C'est sûr. C'est sûr. Et puis en plus, comme Bertrand l'a dit, tu sais, quand il est allé porter la ceinture à sa mère, là, après l'avoir conquise, wow, ça Ouais, c'était c'est un beau moment de quelque chose. télévision. Non, Puis, c'est un. Oui, vas-y. moi, j'allais juste finir en disant, en plus de ça, que j'ai été surpris de voir dans le documentaire de Vince McMahon qu'il avait essayé de faire un Ben oui. contrat à Dusty Rhodes pour devenir le Hulk Hogan, dans le fond. Ça Moi, m'a vraiment surpris. ben, moi aussi, ça m'a surpris. Je suis pas hâte de l'imaginer. Euh, Puis ça m'a donné l'idée, justement, en entendant ça, de faire l'épisode de cette semaine, tu sais. Parce que ça fait longtemps que quelqu'un, il y en a beaucoup qui m'envoient des noms de lutteurs pour faire des épisodes, là, dont le caporal, lieutenant, commandant Benoît Bornet, qui, lui, Sting, c'est son préféré. Fait que ça s'en vient. Mais Avec sa- oui, ça m'a surpris. Si tu l'invites, j'espère qu'il va avoir sa robe de chambre. C'est sûr. C'est sûr. Soit qu'il est habillé en armée ou qu'il est habillé en robe de chambre. Il y a deux Lui, kits. il y a deux kits, c'est ça. Puis pour en revenir à ce qu'on se disait sur le documentaire Mr. McMahon, euh, ça nous donne une idée de la valeur qu'avait Dusty Rhodes au début des années 80. Euh, Tu sais, tu dis, oui, c'est vrai qu'il l'a ramené des années plus tard, puis avec les polka dots, là, je sais pas comment on dit ça, les gros ronds jaunes, entre autres. Là. Ça, j'ai montré, j'ai une figurine ici
de Dusty Rhodes comme ça. Mais ça nous en dit beaucoup parce qu'on sait comment Hogan a été incroyable dans les années 80 pour la WWF. Ouais. Alors, de s'imaginer qu'un gars comme Vince McMahon pensait à Dusty Rhodes, ça veut dire que c'était, comme tout le monde le dit, toute une tête de lutte. Oui, c'est indéniable parce que Vince McMahon, bien que, bon, on n'est pas d'accord avec la plupart des agissements qu'il a fait, côté lutte, c'était quand même un génie. Fait qu'il ne devait pas se tromper souvent. Exactement. Écoute, c'est un plaisir de te parler. Je sais que tes enfants sont attachés avec des tie wraps et du gaffer tape gris le temps que tu fais l'entrevue. La peinture derrière toi, est-ce que tu l'as eu en spécial, la couleur? Oui, ça, c'était le spécial de la semaine. Il restait juste ça avec un mot. Fait qu'on on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On dirait que tu es en avant des tableaux à l'école. Mais là, c'est embrouillé, par exemple. Là. Je pense que ça doit être un genre de fond Zoom, là. OK, d'après moi, j'en choisirai un autre. Bon, ben, Alex, un gros merci d'avoir été là comme d'habitude. Passe une belle journée avec les... Attends un peu, dis-moi les pas. Côte-Nortier, non. Nord-Côtier. Les Nord-Côtiers, c'est Hey, ça. je l'ai eu. Je ne suis pas si amnésique que ça, mais dans 5 minutes, je m'en souviendrai pas. Puis, Je vais dire à Anselme que je vais faire le virement Interact puis que Maxime Adolphe a d'affaires à suivre le pas. ouais, officiel. Et puis, si on te poste, si tu gagnes le chandail, on te le poste, tu devrais l'avoir avant la fin de saison du Canadien. Là. Fait que, on va Oui, mais t'envoyer. ils vont venir me porter ça en traîneau à chien. Alex, passe une belle journée et un gros merci de nous suivre sur le Hey, ça fait Soyez-y, plaisir. mesdames, messieurs. Bye. Salut Marc. Tu as déjà ton chandail de gratier, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Vous savez, des fois dans la vie, on a des belles petites surprises. Et j'en ai parlé au début avec Ansem. On essayait fort d'avoir Monsieur Paul Leduc, qui est un icône et tellement un gentleman dans le monde de la lutte au Québec et en Amérique du Nord. Et il a accepté. Alors, on a réussi grâce à Carl, son fils, et à Dina, sa belle-fille, de brancher Zoom à ce monsieur de 88 ans et qui a été très généreux pour nous parler de Dusty Rhodes, notre thématique de cette semaine, mais aussi à travers la discussion de nous amener dans le temps de la lutte Grand Prix et tout ça et de nous conter des anecdotes. Alors, je suis très content de vous offrir cette entrevue. Vous allez entendre un bruit de fond lorsque son fauteuil, ce qu'on appelle son fauteuil roulant, aurait eu besoin de WD-40, qui est une huile pour empêcher le bruit. Mais on passe par-dessus ça tout de suite parce que c'est un privilège pour nous de vous offrir cette entrevue. Alors, sans plus tarder, place à Paul Leduc. On est sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, un épisode sur Monsieur Dusty Rhodes et quel honneur d'avoir Paul Leduc avec nous. Comment ça va, Paul? Tu me disais tantôt que lorsque tu te réveilles, ben, tu es content? Ouais, je regarde dans le miroir, ouais, c'est bien moi. Je suis content. Mais Pas facile? c'est pas facile, la vieillesse. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça, je disais à ta belle-fille que je m'entraînais. Ben, je voulais, tu sais, je cours mon 2000 presque à tous les jours pour essayer. Ouais, j'ai perdu 26 livres depuis deux mois et demi parce que ma femme, elle me dit, tu sais, si nos enfants nous donnent des petits-enfants, on va être capable de les voir. Il faut penser à notre santé. Mais toi,
82 ans, ça se peut-tu? Non, 88. 88, Colin, j'ai bien mal calculé. 88, tabarouette. Puis et tu portes pour nous, ceux qui regardent sur YouTube, une chemise à carreaux. J'ai tellement de choses dans le corps, là. Il reste plus de place. J'ai un pacemaker, j'ai un défibrillateur, j'ai une prothèse cardiaque. Mais tu as ta chemise à carreaux. Ben ouais, mais c'est pas la bonne couleur. Pas grave. On a plein de monde qui sont daltoniens qui nous regardent. Dis-moi, Paul, comment t'aimais, parce que j'ai pas eu la chance de te voir ou de te parler, comment t'aimais ta soirée à Verdun au mois de juillet? C'était grandiose. Où ce que j'ai joui le plus, c'est d'apprendre, de regarder le monde qu'il y avait là. Ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. La lutte au Québec, elle n'est pas morte. Elle a besoin de héros, mais elle n'est pas morte. Mais ça commence par un héros. Aussitôt qu'il y en a un qui émerge, on se le fait voler. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça le business. C'est l'histoire de la business depuis des décennies. Ah mon Dieu, c'était comme ça dans le temps de Vern Gagné, de Pat O'Connor. Tous ceux qui ont été lutteurs dans ma génération et qui sont devenus promoteurs, ils ont vécu toute la même affaire. Paul, aujourd'hui, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, on parle de Dusty Rhodes. On a décidé de faire un épisode à la demande des membres du groupe, des fans. Selon mes recherches, il y avait 3 ans plus jeune que toi. Donc, il y aurait eu 85. Ouais. Carl m'a envoyé de quoi, comme quoi, qui était peut-être Booker à un moment donné où tu as travaillé en Floride. Ça se peut-tu? J'ai travaillé dans 2 fédérations avec lui. À Amarillo, Texas, il débutait. Au début, il a été partenaire avec Terry Funk. Oui, OK. Fédération partenaire à la famille Funk. Et puis, après ça, je l'ai rencontré. Il est devenu, mais c'était écrit dans le ciel qu'il allait devenir une grosse vedette, là. Monsieur, il prenait un micro, là. Crois-moi, là, on se dérangeait nous autres mêmes. On sortait du vestiaire juste pour le voir faire son entrevue, tellement qu'il était bon. C'est un gars de gestes, de paroles. Ses yeux, tout marchait. Ses gestes, ses yeux, sa parole. On disait ça faisait tout un mix, là. Ça allait chercher le monde dans le salon, là. Ça, on appelle ça quelqu'un qui est charismatique, je pense. Hein? Es-tu d'accord? Ouais, après ça. Mais ça, tu viens au monde avec ça. Ça ne s'enseigne pas, le charismatique. Non. Quand j'entends les prix Nobel de l'histoire, là, qui nous parlent que ça ne s'enseigne pas. Non, hein? Toi? Tu l'as ou tu ne l'as pas. T'as-tu connu l'homme un peu? Ah, mon on a resté porte à porte. Dans le territoire de la Floride, j'avais 2 pas à faire, puis j'étais chez eux au but. Ah, ouais. Ah, c'était un gars intelligent tout partout. Moi, c'est tout le contraire du personnage en privé. Ah oui? Ah, c'est tout le contraire. Il ne vit pas 24 heures par jour à l'intérieur de son personnage. Et ça, c'est tant mieux, ça. Ben, c'est une marque de commerce, hein? Ben oui. Quelqu'un qui peut faire ça, tu sais, regarde, Mad Dog Vachon, en dehors du personnage, c'est un gars extraordinaire. Exact, exact. C'est à ça qu'il était Dusty Rhodes.
On a eu beaucoup de plaisir. Il nous a monté sur le top. Il m'a envoyé à l'hôpital en Floride. Là, il m'a envoyé à l'hôpital 6 fois. Il a fini ça avec Joe à Sarasota, à l'auditorium de hockey, parce que la salle était trop petite à Miami. Ah, ouais. Et puis, ils ont pacté la salle. Ben, Qu'est-ce que tu veux dire par il t'a envoyé 7 fois à l'hôpital? c'est son imagination. Dusty Rhodes, le caprice, c'est qu'il choisissait ses places pour aller. Il fallait qu'il ait le contrôle de l'histoire. OK. Si tu enlevais le contrôle de l'histoire, il n'était pas dedans. OK. Là, ben, c'est ça l'autre à Sarasota. Je suis en bas de l'arène, moi, c'est une civière avec un respirateur. C'est toute son imagination, ça. Ah, ouais. Toute son imagination. Le combat, c'était facile. Pourquoi qu'il m'emmène là? Moi, je m'en fourais. Il me laissait acheter à payer pareil. Là. Ouais. Pourquoi? T'as l'idée du combat. Il dit, je peux pas prendre l'autre et faire ce qu'il faisait avec moi. Là. Une petite différence de poids. Tout le match, il essayait de rejoindre le civière en bas de l'arène. Là. Il a dit de connaître au dernier moment. Ah, ouais. Ça a été ça l'histoire. Ils ont fait 6 rematchs. Joe et Dusty. Incroyable. 6 rematchs. Puis c'était le fun. Le Booker, là, en Floride, là, il l'écoutait, il était émerveillé quand Dusty Rhodes lui parlait. Parce qu'il y avait ça dans lui. C'était un tout qui ramenait au moment voulu. Ses expressions de mots, puis de ses yeux, puis tout ça. Puis, hey. C'était tellement que c'est contre lui, puis Dick Slater, lui puis Dick Slater, c'était un de ses élèves à Dusty Rhodes, qui était champion par équipe en Floride, puis c'était eux qui nous ont donné la ceinture. Fait que tu as été champion par équipe en Floride grâce à Dusty avec ses histoires. Ah oui. On trouve un respect pour. Je ne sais pas. Moi, j'ai été chanceux dans le game. Là. J'ai toujours été accepté. Malgré que des fois, je ne faisais pas le poids, mais j'étais accepté. OK. C'est une game 2, mais c'est une game qui est comme ça. Il y en a d'autres qui auraient dû être là, mais ça ne marchait pas. Il y a un physique, il aurait pu être tout univers, tout ça. Ça ne fonctionnait pas. Et moi, je rentrais dans un territoire, puis ça a toujours fonctionné. Il faut être chanceux. À ma grosseur, là, c'est les 200 livres, là. Tu sais, est-ce qu'on se disait tantôt pour Dusty Rhodes qu'il était charismatique? Pour toi, quand tu arrivais dans un territoire et tu te faisais accepter, il fallait que tu sois charismatique toi aussi, mon Paul? Ben, c'était ma manière. C'est la partie où Joe a eu bien de la misère. Il ne parlait pas à Joe, il en parlait. Ben, il fallait que je reprenne tout pour expliquer. Ben oui. C'était un double job. Ça compensait pour le poids que je n'avais pas. Paul. The American Dream. Exact. Trump, ça. Ben oui. Dis-moi, pour toi, Paul, est-ce que Dusty Rhodes, c'était plus un lutteur ou plus un booker? Pour toi, là, quand tu regardes sa carrière, puis le premier souvenir pour toi, c'est un booker ou c'est un lutteur? C'est un booker. Oui, hein?
il a beaucoup d'imagination. C'est pour ça que aujourd'hui, aujourd'hui même, là, il y a beaucoup de prix Nobel de l'information. Mais il n'y a pas de vécu. Oui, c'est ça. On a un gars de vécu, n'oublie pas, à 16 ans, il était partenaire Babyface avec Terry Funk. Hey, Il a commencé à Marino, Texas, pour la famille. imagine-toi. Wow. Est-ce que dans le temps que tu l'as connu, est-ce qu'il y avait certains de ses enfants qui étaient nés? Probablement pas. Hein? Non, non, non. Son gars n'était pas là. Là. Je l'ai vu, moi, bébé, là. Ouais. Non, c'est devenu après ma retraite, là, son gars a grandi. Puis quand tu entends parler, je ne sais pas si tu suis ça un petit peu, mais quand tu entends parler de justement le champion Rhodes à la WWE, as-tu une pensée un peu pour le père qui doit être très fier d'en haut? Oui, 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 oui. Et Dusty, c'est unique, ça ne se fait pas, ça. Ouais. C'est très dur à fabriquer ça. Avoir tous les atouts que ce gars-là avait, là, c'est très dur. Il faut que ça soit en toi. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Non, ça c'est vrai. Il y a Mais, des- mais tu peux venir au monde avec tout ça, mais il faut que tu le saches que tu as ça pour pouvoir aller dans la business que tu veux aller. Puis lui, il était chanceux de ce côté-là d'avoir la chance jeune puis de mettre tout son talent au profit. Tu ne sais pas jusqu'à temps que tu rentres et que tu le développes. C'est ça. Pour C'est moi, ça. hey, je vais te conter, on va faire un petit aparté, on va te conter quelque chose. Moi. Vas-y. Je pars de l'équipe de la Fédération de Johnny Rougeau. Je m'en vais sur le Grand Prix. Ouais. Sur le Grand Prix, Lucien Grégoire, qui était dans le Grand Prix, puis qui était un ex, qui a été un adjoint d'Yvon Robert, tout ça. Il va voir Johnny Rougeau, et il dit, et le Duc, faut que je me débarrasse de le Duc, parce que le Duc et les Vachons, ça a commencé à tirer. Ah. Ah. Il dit, je prendrai en échange. Imagine-toi, Lucien Grégoire a essayé d'échanger le Duc à Rougeau en échange de Jacques Senior et de Raymond qui commençait. Hey boy. À 16 ans. Wow. Johnny, lui, dans son histoire, avec lui, quand il était chez Grand Prix, il voulait avoir un apport pour qu'on retourne Ben oui. avec lui. Il donnait Raymond en équipe avec Joe. Wow. Hey boy. Ouais, je suis pas fou. Raymond, il pétait toutes les petits culs du Saint-Jean-Baptiste et toute la chose. Lui, c'est qu'à un moment donné, dans ses histoires, Johnny, je le regardais dans les yeux, puis je pouvais te dire qu'est-ce qu'il pensait. Hey boy. Et c'était que Raymond, à un moment donné, il y a un match avec Joe, puis qu'il bat Joe. Hey J'étais assis au pied du lit chez eux, et je compte ça. J'ai dit, ce que tu veux faire, là, c'est ça. Il est temps, ça. Tu avais lu à travers ça, toi. Ben, c'est sûr. J'avais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Il fallait qu'il monte chaud. Ah oui. Tu vas me dire une affaire. Mais Joe monte dans le ring contre toi. Tu vas lui donner la ceinture. Johnny était faible là-dessus. Ah ouais.
C'est là que Joe a pris la ceinture contre Johnny Rougeau au forum. Wow. Johnny n'a jamais voulu donner la ceinture à Eddie Auger. Il n'aurait jamais voulu que son frère, Jacques Seigneur, ait la ceinture. Incroyable. Larry Moquin, il ne voulait pas. Puis Joe l'a eu. Et Joe, il a respecté. Il a respecté ça. C'est là qu'on est parti du Grand Prix où il est allé chez lui. Il avait respecté sa parole. Il était obligé parce qu'il sait que j'aurais décollé. J'étais comme tout le monde comme ça. Quelle carrière, puis toujours des anecdotes. Paul, notre entretien tire à sa fin. Toujours content de te voir et puis de te parler. Je suis content de te voir. Puis, vois-tu, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Là. Elle m'a tellement promené, Dina, là, tout partout, là, qu'elle a réussi de me mettre en contact avec toi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour tout garder ça. Par quel chemin passer. Parce que moi, je te dis, à FaceTime, je suis capable. OK. Mais avec Zoom. Zoom, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, je suis content. Je suis très content. Je m'aperçois que tu as des murs bien. Oui. Ouais, j'ai plein de bebelles dans mon petit bureau. Pour en revenir à Dusty Rhodes, là, il a marqué la lutte, il a marqué l'histoire de ben des gars. Il était pas cheap. Il avait tellement de talent, il pouvait se donner d'en passer de temps en temps aux autres. Aussitôt que Dick Slater l'a lâché, là, ça a viré à map. C'est lui qui l'a informé. C'était une grosse peine. C'était un gars qui ne vivait que quelqu'un embarquait, qui ne formait pas du vestiaire et se dirigeait vers l'avant. Stéphanie il était dans son personnage. Là, il avait le contrôle de la foule, le contrôle de l'arbitre. Exceptionnel. Exceptionnel, wow. C'est pour ça que je le mets. Pourtant, le fils chez les Fonds, le fils était champion NWA, puis partout. C'était à comparer, si je veux faire une comparaison entre les deux, là, il ne l'avait pas pantoute. C'est parce que son père avait des contacts dans la NWA. C'est tout simplement ça. Quand son père a été président, il dit que son gars va devenir champion. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de la politique dans la lutte, mon Paul. Non. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Écoute, je te dis un énorme merci, Paul. C'est un plaisir de te parler. Je suis certain que les auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs, ceux qui ont regardé et qui ont vu ton sourire sur YouTube, sont très contents. Merci d'avoir accepté. Merci à ton gars. Merci à Dina de nous avoir aidés. Puis, passe une bonne fin de journée, mon Paul. Un gros merci. Merci. Et à toi aussi, beaucoup de santé. La santé, c'est ça. Oui. Prends soin de toi, OK? Et bye-bye. Bye. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Quoi? Handsome JF? Dusty Rhodes, ça dit quoi pour mon faire-valoir? Va t'en faire, moi, faire valoir. C'est vrai. Ben, c'est toi qui as dit ça la semaine passée. Ben, c'est ton podcast, le podcast de Marc Blondin. Je te dis, je suis ton faire valoir. Comme s'il y avait juste toi sur le podcast de Marc Blondin avec ton petit doigt dans les airs avec ton micro. Moi, Dusty Rhodes, je l'ai connu, moi, Poker Dot, Dusty Rhodes, quand j'ai commencé à écouter la lutte, puis parce que j'ai regardé des tapes. Puis moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment est-il passé de ce personnage, tu l'as dit tantôt, du common man, son of a plumber,
plus cowboy au personnage qu'il y a eu à WWE. J'ai trouvé cette transition-là assez spéciale, qu'on l'a complètement déraciné de son personnage. Il a gardé ses mimiques, il a réussi à se mettre over quand même beaucoup. Mais moi, je l'ai vraiment connu dans son après-carrière, quand il était à WCW, quand il était à TNA. J'ai adoré quand il est revenu à WWE. Plus récemment, peut-être 5-6 ans de ça, quand il y a eu la réunion des frères Rhodes qui ont sauvé leur job, puis que le père était là pour les accompagner au ring. J'ai trouvé ça très touchant comme moment de voir les deux fils avec le père, surtout quand on sait dans l'histoire qu'à l'époque, Cody n'avait pas le droit d'écouter WWE et de connaître le personnage de Goldust quand Dusty était à WCW. Fait que, c'est vraiment une histoire de lutte, puis leur vie personnelle est comme un scénario de lutte. Tout ça pour dire que Dusty Rhodes a amené beaucoup à la lutte, surtout par ses idées créatives. Et même Philippe Leclerc, de qui on a parlé tantôt, me disait que je devrais faire un Dusty Finish, de partir du podcast, de te laisser tout seul, puis de revenir à la fin, comme il y avait toujours les Dusty Finish, comme on appelait. Donc, c'est un personnage qui a marqué plusieurs générations, qui a aidé plusieurs personnes. Ouais. Quand il était à NXT au Performance Center, Kevin Owens en parle beaucoup, hein? Exactement, je m'en allais là, aider les jeunes avec les promos. Était vraiment axé sur ça. Puis Kevin a adoré Dusty Rhodes et vice-versa. Puis ils l'ont même dans les histoires, les Dusty Rhodes Kids, là, c'était pas nécessairement Cody Rhodes. Il y a plein de jeunes qui sont sortis d'NXT qui étaient les Dusty Rhodes Kids. Et dans une promo, Paul Heyman l'a amené quand il plantait Cody Rhodes en disant que son père était très fier des gens comme Kevin Owens, Seth Rollins, Becky Lynch, mais pas toi, parce que toi, tu n'as pas été vraiment formé par ton père. Parce que, quand les histoires rejoignent la vraie vie, c'est toujours bon. C'est toujours la fine ligne entre fiction et réalité. Mais moi, Dusty Rhodes, c'est un personnage que j'ai adoré, que j'ai connu après, parce que ses rivalités avec Ric Flair, on pourrait en parler longtemps, les matchs qu'il faisait, mais ses promos, ça reste extraordinaire. Tu disais tantôt, parlait sur le bout de la langue, mais il y avait une façon d'aller chercher les gens. Il y avait une énergie. Il n'était pas plate à écouter. Il faisait des rimes. C'est coups de coude. Ah, mais ça, c'est le coup de coude bionique. Et même sa chanson, là, American Dream, avec le bruit des cloches à vache, quand on se réunissait pour écouter la lutte à la défunte brassée au coin du métro, on chantait sa chanson. Écoute, moi, c'est un personnage que j'ai adoré, mais comme je t'ai dit, je l'ai connu plus après sa carrière que pendant sa carrière. Alors, c'était tout un sujet parce que c'est quelqu'un, Bertrand le résumé en disant c'est un des géants de la lutte et c'est vrai. Fait que très intéressant. Parlant de géants, la semaine prochaine à l'épisode 188, j'espère avoir notre géant québécois PCO, Pierre-Carl Ouellette, qui affrontera Matt Cardona. Oui. Wow, à Bound dans un Monster Balls. J'ai envoyé 2 courriels à ton ami Ross Foreman parce que la semaine prochaine, l'épisode 188 va être diffusé le 22 octobre, qui sera à 4-5 jours de l'événement Bound for Glory. Il n'y a pas beaucoup de combats de nommés. J'espère que d'ici à la semaine prochaine, on aura plus de détails. Mais j'ai demandé, écoute, j'aimerais bien, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait tout un exploit d'avoir Joe Hendry. Et j'ai écrit à Ross, puis j'ai dit « We believe ». Que tu peux nous aider. Oui, je l'ai vu se préférer parce que c'est ça, c'est pour le match de championnat contre Nick Nemeth, qui est champion du monde TNA, et Joe Hendry, qui est la vedette incontestée des derniers mois sur la scène de la lutte professionnelle. Ses apparitions à NXT en ont rajouté, mais tout le mouvement derrière Joe Hendry, on pensait même qu'il allait peut-être gagner le titre à Montréal. Exact. C'est pas arrivé. Est-ce qu'il voulait faire durer le plaisir et de faire ça à Bound for Glory, qui Slammiversary est un gros show pour TNA, mais à Bound for Glory aussi, c'est un gros show. C'est souvent là qu'ils font le Hall of Fame à Bound for Glory. Il y a des rumeurs et ça serait peut-être AJ Styles cette année. J'ai lu ça quelque part. En tout cas, moi, personne ne m'a appelé. Là. Ça, je peux te dire ça. Non, tu ne seras pas intronisé cette année, Marc? Ben, en tout cas, à moins qu'il m'appelle à la dernière minute. Là. Combien d'années tu as fait à TNA? Combien d'années tu as fait à TNA? Eh boy, 2005 à 2015. Ça fait 11 ans.
et 2020-2024. Fait que je suis rendu à 15 ans. Il n'y en a pas gros qui ont fait 15 ans, là. Non, non, non. Écoute, tu es une légende, Marc. T'aimes le dire, autoproclamé. Self-proclaimed legend. Et c'est même écrit sur un de tes mollets, puis t'es reconnu pour ça. Donc, Exact. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir les invités. J'en ai demandé au moins 2. Si on peut avoir PCO, ça serait le fun. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Ben oui. PCO, on y parle 2-3 semaines en ligne. Après ça, on n'a pas de ses nouvelles pendant 2 mois. Fait que ça serait le fun. Et de voir qu'est-ce que notre ami Ross Foreman de TNA aura pour nous. Alors, la semaine prochaine, c'est un 100%, ben, peut-être pas 100%, mettons 80% Bound for Glory. Un petit 10% sur Simmania parce qu'on va être proche de l'événement. Et il va rester les nouvelles à Blondin. On va pouvoir vous donner encore des détails de ce qui se passe dans ma vie intime. Oh, la vie intime de Mr. Fun International. Et Marc, de quelle façon on invite les gens? Revenez nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En vous disant pour la 187e fois, soyez-y, mesdames, messieurs.